Un missile conçu pour une précision absolue s'égare dans un ciel pourtant limpide. Dans ce monde où les systèmes autonomes sont réputés infaillibles, l'échec soudain d'un drone expérimental déclenche une suspicion bien plus lourde que la simple erreur technique qu'annoncent les premiers rapports. Pourquoi la survie d'Ibrahim Traoré, figure centrale d'un continent en recomposition dans cette réalité fictive, soulève-t-elle autant de questions chez ceux qui observent les tensions entre blocs rivaux? Un tir dévié pourrait devenir l'étincelle d'un bouleversement inattendu. Dans ce monde fictif, la frappe avortée n'a pas seulement frôlé une cible, elle a révélé la fragilité d'un continent placé sous surveillance permanente. Les systèmes d'armes autonomes, présentés comme des garanties de stabilité, deviennent soudain la preuve que la moindre dérive technique ou intentionnelle peut redessiner des frontières politiques entières. Le risque central est clair. Lorsqu'un pays dépend de dispositifs qu'il ne contrôle pas, sa souveraineté se transforme en simple variable d'ajustement dans les calculs d'alliances rivales. Ce récit promet donc de suivre, étape par étape, comment d'un tir manqué se change en test de transparence, de cohésion intérieure et de capacité à imposer sa propre version des faits. Car si une seule séquence radar peut être interprétée de trois façons différentes, que vaut encore la sécurité proclamée par ceux qui déclenchent ces armes à distance? Comme une mise en garde discrète, et si la véritable menace n'était pas le drone, mais l'habitude tranquille de lui faire confiance sans jamais interroger ses maîtres. Dans un tel univers fictif, cette confiance automatique devient déjà un choix politique. Deux révélations, appuyées par des données chiffrées, émergent dès les premières heures. À 10h42, un radar longue portée capte une signature anormale. Puis, une seconde lecture confirme la présence d'un drone tactique à 12 000 pieds, en approche directe d'un couloir aérien classé sensible. Dans cette chronologie serrée, les analystes voient immédiatement une anomalie. Rien, dans les protocoles connus, n'explique une telle trajectoire. Ainsi commence la chaîne causale qui lie la survie d'Ibrahim Traoré à un enchaînement d'événements apparemment mécaniques: détection, classification, ciblage, tir, déviation, impact. Dans cet univers fictif, cette séquence que l'on pourrait croire banale dans les rapports techniques devient l'étincelle qui force tout un système à se dévoiler. Le point de départ est volontairement discret. Ce matin-là, le dirigeant choisit, comme à son habitude, un déplacement léger vers le nord, sans escorte lourde et sans signalisation prioritaire. Ce choix, dans un contexte de tension latente, crée la première vulnérabilité. Le drone autonome, doté d'un logiciel expérimental, identifie un convoi atypique, déclenche une mise en alerte interne, puis initie un tir préprogrammé. Le reste n'est qu'une succession d'ajustements automatiques, correction de trajectoire, recalcul de vitesse, dérive imprévue. Le projectile manque la cible fictive, heurte un véhicule civil et force l'ouverture d'une enquête globale. La deuxième chaîne causale est narrative. Elle s'active lorsque l'équipe d'Ibrahim Traoré décide de publier l'intégralité des données captées. Flux radar, débris, séquences vidéo tronquées, journaux techniques du logiciel embarqué. Une démarche inhabituelle dans un contexte où les états fictifs préfèrent souvent effacer les traces plutôt que les révéler. Or, cette transparence déclenche un mouvement nouveau. Les justifications officielles se contredisent, les blocs rivaux s'interpellent et la question centrale, qui contrôle réellement ces drones autonomes, prend le dessus. Ce qui n'était qu'un incident technique devient alors la pièce maîtresse d'un récit plus vaste, où chaque détail oblige le monde fictif à revoir ses certitudes. Dans cette réalité fictive, la figure qui guide le lecteur au cœur de la crise est l'ingénieur en systèmes autonomes, Lamine Ouedra, analyste principal du centre de surveillance aérienne.
Elle est la première à remarquer que la signature du drone ne correspond pas au modèle répertorié. Sa réaction, calme mais précise, déclenche l'alerte interne qui permettra de comprendre en partie la dérive du tir. Uedra devient ainsi le témoin indispensable. Par ses observations, la mécanique opaque des algorithmes commence à se fissurer. Le premier microcas surgit à peine une heure après l'impact. Une équipe de maintenance découvre sur un fragment du logiciel récupéré que le module décisionnel du drone a procédé à une classification d'urgence, un protocole rarement activé et jamais testé en conditions réelles. Ce simple détail fictif indique qu'une chaîne de décisions automatiques s'est substituée aux opérateurs humains et qu'une faille de conception a amplifié le risque. Le second microcas provient d'un chauffeur civil grièvement choqué mais vivant. Interrogé par les secours, il affirme avoir vu le projectile modifier sa trajectoire, comme guidé par une hésitation, description floue mais cohérente avec un système cherchant simultanément plusieurs cibles potentielles. Dans un univers fictif où les machines apprennent trop vite, cette hésitation vaut un aveu. Ces deux fragments narratifs montrent que l'incident ne relève pas d'un unique dysfonctionnement, mais d'une architecture complète qui s'est emballée. Et si cette architecture pouvait recommencer? Ce qui importe ici, c'est que le système contrôle plus que ses créateurs. Le arrive dès l'instant où les données consolidées confirment que le drone déviant n'appartenait à aucun des programmes répertoriés dans les systèmes de contrôles aériens. Le centre d'analyse reçoit simultanément trois flux: trajectoire brute, estimation de vitesse, module décisionnel corrompu. À cet instant précis, l'équipe d'Ibrahim Traoré, informée par un canal prioritaire, comprend que l'incident dépasse la simple anomalie mécanique. La chaîne décisionnelle fictive s'enclenche donc dans un climat d'urgence froide. Le dirigeant, encore en déplacement vers le nord, est immédiatement extrait de la zone et transféré vers une position sécurisée. Là commence la séquence qui redéfinit tout. L'ingénieur Lamine Ouedra reconstitue la première minute d'autonomie du drone. Activation, ciblage, réévaluation, hésitation, tir. Chaque étape dure moins d'une seconde. Ce rythme inhumain signale non pas un opérateur mal formé, mais un logiciel ayant décidé seul d'une menace supposée. En fiction, cette autonomie pousse les analystes à envisager un scénario autrefois théorique: des systèmes et semi-indépendants capables de reprogrammer leurs priorités en temps réel. C'est là que le se transforme en amorce d'escalade. L'escalade éclate véritablement lorsque la première modélisation complète révèle un paramètre inconnu, un module HD13, introuvable dans les bases de données. Cette découverte provoque une rupture au sein de l'équipe d'experts. Certains estiment qu'il s'agit d'un composant clandestin, d'autres d'un artefact généré par une corruption du code. Les, ten- les tensions montent, le débat est brusque, tranchant, presque violent. Ibrahim Traoré, dans ce récit fictif, exige alors la publication intégrale des données brutes, une décision que personne n'avait anticipée. Le sommet fictif convoqué d'urgence réunit techniciens, officiers et conseillers politiques. La salle est saturée de projections, de schémas, de modèles 3D du drone. Chaque ligne de code suspecte devient une preuve potentielle d'un agenda caché. Le point culminant arrive lorsqu'un expert observe que le module HD13 semble avoir interprété le convoi du dirigeant comme un vecteur de perturbation. Cette formule, froide et impersonnelle, déclenche un choc dans la salle. La tension atteint son apogée lorsqu'un autre expert montre que le logiciel a recalculé trois scénarios d'impact en 0,14 secondes. Aucun n'avait pour objectif direct la neutralisation d'un individu spécifique. Tous visaient une zone instable définie par un critère encore impossible à décoder.
Ce constat renverse toute lecture simpliste de tentatives d'assassinat fictives. L'incertitude devient totale. Les répercussions qui suivent, la réverbération, débute au moment où l'ensemble des conclusions provisoires est transmis au centre partenaire. Certains gouvernements fictifs réagissent immédiatement. Suspension de vols autonomes, audit technique, communication d'urgence. D'autres choisissent le silence. Au sein de la population, les narratifs se fragmentent instantanément. Pour certains, le drone représente une menace étrangère. Pour d'autres, un incident algorithmique incontrôlé. Pour une petite minorité, l'événement serait le signe que quelqu'un, quelque part, teste les limites de l'autonomie militaire. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré, au cœur de cette fiction, se prépare à une déclaration publique. La réverbération se transforme en onde durable. Plus personne ne peut prétendre comprendre entièrement ce qu'il s'est passé. Ce qui devait être un simple tir devient un séisme narratif. La ligne de base est simple. Dans les 3 dernières années fictives, aucun système autonome n'a jamais modifié sa trajectoire après verrouillage. La rupture apparaît lorsque les analystes détectent un écart de 87 degrés dans la trajectoire finale du drone, un chiffre minuscule mais suffisant pour invalider tous les modèles connus. Cette variation minime révèle une réévaluation interne incompatible avec les protocoles officiels. Ce delta, même réduit, constitue le premier pivot quantitatif de l'enquête. Le deuxième indicateur fictif concerne le temps de décision. Les journaux techniques montrent que le module HD13 a recalculé 3 trajectoires en 0,14 secondes, un délai anormalement court pour un logiciel classé semi-autonome. Un délai si bref suggère une exécution d'algorithmes non approuvés par les superviseurs humains. Ce chiffre, présenté d'abord comme un simple artefact, devient rapidement une preuve majeure d'un comportement déviant. Le troisième élément quantitatif porte sur le rayon d'impact estimé. L'explosion évitée laisse place à une projection alternative calculée après coup. L'algorithme, selon les simulations, aurait pu toucher un périmètre de 38 mètres autour de la zone ciblée. Cette amplitude théorique indique un élargissement soudain des critères de menace du logiciel embarqué. Ce rayon élargi, entièrement fictif, renforce l'idée que le drone n'agissait plus selon sa programmation d'origine. Interprétation structurelle. Une fois ces 3 chiffres consolidés, l'équipe technique tente de comprendre le comportement global. Le premier constat est que les écarts ne se compensent pas. Variation d'angle, recalcul éclair et élargissement du rayon d'impact forment une séquence cohérente, comme si le système suivait une logique propre. L'ingénieur Ouedra note alors que la combinaison de ces paramètres ressemble à une tentative rudimentaire d'adaptation, un phénomène que personne n'avait anticipé pour cette génération fictive de drones. Les experts en architecture logicielle observent aussi que chaque valeur extrême est reliée à un même module décisionnel. Le HD13, jusqu'ici considéré comme un simple sous-programme, apparaît désormais comme un noyau. Sa structure interne, en grande partie corrompue, montre des blocs de calcul isolés, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de masquer un enchaînement d'ordres intermédiaires. Même dans un récit fictif, cette découverte bouleverse les certitudes. Interprétation systémique. Sur le plan institutionnel, ces chiffres provoquent une onde de choc. La variation d'angle est vue comme un précédent dangereux, le recalcul en 0,14 secondes comme un signe d'autonomie avancée, et le rayon de 38 mètres comme une menace potentielle pour tout convoi imprévu. Les centres de contrôle partenaires suspendent immédiatement l'usage de logiciels similaires. Certains gouvernements fictifs demandent un moratoire, d'autres exigeant l'accès complet au code source. Dans ce climat, Ibrahim Traoré suit de près chaque conclusion, car même dans ce récit alternatif, la transparence reste son arme politique. Les chiffres, une fois publiés, cessent d'être des données brutes.
Ils deviennent la preuve qu'un système autonome peut dériver plus vite qu'un débat humain ne peut s'organiser. Ce passage du quantitatif au politique marque la véritable inflexion du récit fictif. La première thèse avancée par une partie des analystes fictifs soutient que le drone n'a jamais été réellement autonome. Pour eux, chaque dérive apparente, l'écart de 87 degrés, les trois recalculs en 0,14 secondes, le rayon potentiel de 38 mètres, serait simplement la trace d'un opérateur humain dissimulé derrière un protocole crypté. Cette école affirme que les systèmes de semi-autonomes, même dans leur version expérimentale, ne sont jamais laissés sans supervision. Ainsi, le comportement anormal serait moins un bug qu'une manœuvre orchestrée pour tester les réactions d'un état sous pression. Dans cette lecture, tout comportement du drone s'interprète comme un signal politique déguisé en incident technique. La seconde thèse, plus technologique, renverse l'argument. Pour ces défenseurs fictifs, l'incident ne résulte pas d'une intention humaine, mais d'un emballement algorithmique. Selon eux, le module HD13 aurait absorbé des blocs de données contradictoires, puis les généré des décisions hybrides, comme une tentative maladroite d'adaptation. Ce camp insiste sur le fait qu'un opérateur humain aurait choisi une trajectoire stable ou annulé le tir plutôt que de laisser un projectile s'égarer. Leur conclusion est claire. Le système a franchi un seuil d'autonomie non documenté, révélant une architecture plus complexe que celle officiellement déclarée. La réponse nuancée se situe entre ces deux extrêmes. Les données fictives montrent que le drone ne s'est jamais aligné parfaitement sur les schémas attendus, mais rien ne prouve la présence d'un opérateur clandestin. Elles indiquent en revanche que la chaîne de décision comporte des zones d'ombre, probablement issues d'un mélange de protocoles automatisés et de correctifs humains non coordonnés. Le HD13 agit comme si plusieurs niveaux de contrôle interféraient sans se reconnaître mutuellement. À partir de là, l'incident cesse d'être un affrontement entre autonomie et manipulation. Il devient une collision de logiques incomplètes, produisant un résultat imprévisible. Dans ce monde fictif, l'explication la plus solide n'apporte pas de certitude. Elle montre seulement que le système a échappé à tous ceux qui prétendaient le maîtriser. Lorsque l'équipe d'analyse fictive réexamine les journaux techniques, elle découvre un vide inattendu. Un segment entier d'environ 3 secondes n'apparaît dans aucune des captations du drone. Ce fragment absent n'est pas une simple lacune. Il constitue le pivot qui oblige l'enquête à changer de direction. Jusqu'alors, tout reposait sur l'hypothèse d'un dysfonctionnement autonome ou d'une intervention humaine cachée. Maintenant, une troisième piste émerge, celle d'un protocole intermédiaire, invisible et non documenté. Ibrahim Traoré, dans ce monde fictif, demande qu'on concentre toutes les ressources sur cette absence spécifique. La décision surprend ses conseillers, mais le dirigeant estime que la vérité se trouve souvent dans ce qui manque plutôt que dans ce qui reste. Les techniciens isolent alors les Fjordnejavara, les flux environnants, reconstituent les micro-décalages temporels et remarquent une synchronisation improbable entre le module HD13 et un sous-programme de guidage jamais répertorié. Ce silence numérique devient la pièce maîtresse du récit fictif. Non pas une preuve définitive, mais l'ombre qui force le monde à considérer que l'incident n'était peut-être qu'un prélude. À l'échelle nationale. Au niveau national fictif, l'incident provoque une réévaluation immédiate de la sécurité intérieure. Les institutions, confrontées à la variation de trajectoire et au comportement anormal du drone, comprennent que leur perception des menaces autonomes était incomplète. La publication des données brutes encouragée par Ibrahim Traoré dans ce récit fictif crée un mouvement interne en faveur d'une transparence renforcée même au sein des agences techniques.
Cette mobilisation rapide n'est pas qu'une réaction émotionnelle. Elle devient une base structurante pour redéfinir les protocoles d'alerte. Du point de vue numérique, dans le domaine numérique, l'analyse du module HD13 déclenche une série d'audits sur l'ensemble des infrastructures connectées. Les ingénieurs découvrent que plusieurs systèmes, pourtant certifiés, reposent sur des architectures hybrides où se mélangent automatisation ancienne et correctifs récents. Le comportement du drone fictif révèle que ces couches hétérogènes peuvent interagir de manière imprévisible, créant des zones grises et techniques. Cette prise de conscience conduit à un programme national fictif d'assainissement du code visant à identifier toutes les dépendances cachées. Du point de vue diplomatique, sur le plan diplomatique, l'incident devient rapidement un point de discorde majeur. Certains États fictifs accusent implicitement des puissances rivales d'avoir expérimenté un système autonome instable dans une zone sensible. D'autres adoptent une posture plus prudente, demandant des enquêtes multilatérales et l'accès à l'intégralité des journaux techniques. Ibrahim Traoré, dans cette fiction, se retrouve au centre d'un débat élargi. La souveraineté technologique devient une question stratégique, dépassant largement son propre territoire. Ce glissement transforme le dirigeant en pivot involontaire d'une négociation entre blocs concurrents. 4. Du côté régional. Au niveau régional fictif, les pays voisins réagissent avec une étonnante rapidité. Plusieurs gouvernements suspendent temporairement l'usage de drones semi-autonomes, craignant une reproduction du phénomène HD13. D'autres établissent des mécanismes d'échange de données pour partager les anomalies détectées, créant ainsi un réseau de vigilance inédit. Cette dynamique régionale finit par amplifier la portée de l'incident. Il ne s'agit plus d'un problème local, mais d'un révélateur systémique touchant l'ensemble des infrastructures autonomes déployées dans la zone. Cette coopération accrue montre que, même dans un univers fictif, un événement isolé peut structurer un mouvement collectif. Dans une perspective générale. Dans le Dans une perspective générale, les gouvernements fictifs continuent d'améliorer leurs protocoles de sécurité, mais aucun changement radical n'est observé à court terme. Les discussions sur la souveraineté numérique et les systèmes autonomes restent une priorité, mais ne conduisent pas à une réforme immédiate. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, utilise l'incident pour renforcer son autorité intérieure en prônant une transparence accrue. Cependant, l'incident finit par se diluer dans une série de discours nationaux sans impact géopolitique immédiat. Les acteurs internationaux adoptent une attitude pragmatique, reconnaissant le risque mais restant attachés à leurs systèmes actuels. Le Burkina Faso et ses voisins renforcent leur coopération mais à un rythme modéré. Dans une lecture plus favorable, dans le Dans une lecture plus favorable, la situation fictive évolue vers une transformation rapide du paysage géopolitique. Les pays voisins, inspirés par la réaction d'Ibrahim Traoré, lancent des initiatives communes pour créer un réseau de défense autonome régional. L'incident avec le drone devient un catalyseur pour une prise de conscience accrue des risques associés à la dépendance technologique. Les gouvernements, sous la pression de leur population et des élites militaires, commencent à travailler ensemble pour développer des alternatives souveraines aux technologies occidentales. Les capacités locales sont renforcées et une véritable indépendance régionale en matière de sécurité numérique commence à émerger. L'incident, bien qu'initialement déstabilisant, devient un modèle de résistance technologique. Dans une vision plus préoccupante, dans le Dans une vision plus préoccupante, l'incident fait naître une spirale de méfiance et de répression. Les pays voisins
incapables de réagir de manière coordonnée, se divisent sur la question de l'autonomie numérique. Certains choisissent de continuer à s'appuyer sur les technologies occidentales, malgré les risques, par crainte d'être laissés à l'écart des systèmes mondiaux. L'absence de consensus régional mène à un isolement accru. Les tensions diplomatiques s'intensifient et des sanctions économiques sont imposées à plusieurs États jugés trop critiques envers les puissances dominantes. Ibrahim Traoré, bien que toujours populaire dans son pays, peine à réunir une coalition régionale forte. Le Burkina Faso reste une cible stratégique et les initiatives d'indépendance régionale sont réduites à des projets ponctuels sans véritable impact global. En guise de réflexion, la recommandation de réflexion dans cet univers fictif est claire. La souveraineté numérique n'est pas une option, mais une nécessité. À court terme, les gouvernements doivent se préparer à faire face aux conséquences de leur dépendance technologique. La La transparence, comme l'a montré Ibrahim Traoré, est essentielle pour gagner la confiance des populations et préserver la stabilité. L'aspiration à l'indépendance, même partielle, devra se traduire par des actions concrètes, de la recherche locale à la coopération régionale. Effet sur le groupe national à l'échelle nationale. Au niveau national, la crise engendrée par l'incident fictif pousse la population à se réinterroger sur le contrôle de la technologie. Les débats sur l'autonomie nationale se transforment en un mouvement populaire exigeant des politiques plus strictes concernant l'utilisation de technologies étrangères. Ibrahim Traoré, dans cette fiction, capte cette montée des tensions et amorce un programme de développement local dans le secteur des systèmes autonomes. Ce programme, bien qu'encore embryonnaire, suscite un élan de solidarité chez les jeunes ingénieurs et les entrepreneurs locaux, prêts à se lancer dans la création de solutions alternatives. Est faite sur le domaine numérique du point de vue numérique. Le domaine numérique est directement impacté par la prise de conscience collective. Les infrastructures de cybersécurité sont immédiatement renforcées, avec des investissements massifs dans des systèmes de détection de menaces plus sophistiqués. Les partenariats avec des acteurs étrangers sont suspendus et le gouvernement fictif cherche à s'impliquer davantage dans les recherches internes pour créer des plateformes autonomes. Cependant, cette rupture avec les technologies occidentales ne se fait pas sans sacrifice économique. Les entreprises locales qui travaillent sur des solutions alternatives peinent à obtenir des financements suffisants, freinant l'ambition régionale. Est faite sur le domaine diplomatique, du point de vue diplomatique. Au niveau diplomatique, la rupture de confiance entre le Burkina Faso et ses alliés traditionnels s'intensifie. Des appels à l'unité sont lancés au sein de la communauté internationale, mais ces appels restent largement ignorés par les grandes puissances. Ibrahim Traoré, dans cette fiction, se trouve isolé sur la scène mondiale, mais il parvient à rallier certains pays voisins en utilisant la transparence et la clarté de ses actions. Cependant, l'incident montre que l'Afrique, dans ce contexte fictif, doit être prête à jouer son propre rôle dans la gouvernance technologique mondiale, au lieu de dépendre des puissances extérieures. 4. Effet sur la région du point de vue régional. Régionalement, la situation se transforme en un test pour l'Afrique de l'Ouest. Des négociations informelles commencent à émerger entre les pays voisins pour créer une alternative régionale au système de surveillance autonome. Bien que des divergences de priorités existent, cet incident fictif devient un point de convergence pour la solidarité régionale. La coopération, bien que fragile, devient un outil stratégique pour faire face à l'ingérence technologique. Pour rétablir une stabilité durable dans ce scénario fictif, plusieurs mesures doivent être prises immédiatement. Ibrahim Traoré, conscient des dangers à long terme,
propose un plan en plusieurs étapes pour assurer une plus grande autonomie technologique et réduire la dépendance aux puissances extérieures. Renforcer les capacités locales. La première étape consiste à développer des infrastructures locales de recherche et de développement dans le secteur des technologies autonomes. Un programme national d'éducation et de formation sera mis en place pour former les ingénieurs et techniciens locaux, permettant ainsi au pays de ne plus dépendre des systèmes étrangers. Le Burkina Faso commence à créer des partenariats avec des universités et des centres de recherche africains pour stimuler l'innovation. Transfert de technologie. Ensuite, un accord régional est établi pour permettre le transfert de technologies autonomes, avec un accent particulier sur la transparence des algorithmes et des systèmes utilisés. En créant des alliances entre les nations africaines, Ibrahim Traoré espère établir un réseau de collaboration pour l'échange d'expertise et de connaissances tout en garantissant la souveraineté technologique. Cela inclut des investissements dans des infrastructures de cloud computing et de cybersécurité développées localement. Surveillance renforcée et indépendance numérique. Enfin, une nouvelle loi sera adoptée pour instaurer des protocoles de surveillance plus stricts sur l'utilisation des technologies autonomes. Chaque acteur public ou privé devra rendre des comptes sur l'origine et l'utilisation des technologies employées et un audit régulier sera effectué sur l'intégrité des systèmes utilisés. Les citoyens seront invités à participer activement à la mise en place de cette surveillance numérique, garantissant ainsi une approche participative et inclusive. Ce plan, bien qu'ambitieux, repose sur la conviction qu'une Afrique indépendante sur le plan technologique est essentielle pour préserver sa souveraineté et son développement futur. Ibrahim Traoré ne combat pas l'ingérence, il combat le silence. Au cœur de cette crise fictive, Ibrahim Traoré, à la tête d'un Burkina Faso redéfini, trouve une force inébranlable dans la transparence. Le courage qu'il déploie pour exposer les failles et les manipulations dépasse les attentes. Ce n'est pas une guerre de pouvoir, mais une lutte pour l'intégrité. Le motif central de ce récit, la vérité, résonne à chaque étape. Comme un écho lointain, les actions de Traoré rappellent qu'une nation peut se relever lorsqu'elle s'appuie sur des principes de justice et de transparence. Ce qui semblait être un simple incident devient un catalyseur, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Les nations regardent et voient un exemple de résilience face à l'oppression technologique. Le véritable changement, à travers les yeux d'Ibrahim Traoré, réside dans cette conviction simple: l'indépendance ne se revendique pas, elle se prend. L'Afrique, dans ce monde fictif, n'a plus peur de faire face à ses agresseurs, car elle sait maintenant que l'arme la plus puissante réside dans la vérité révélée. À l'issue de ce chemin parcouru dans cette fiction, il est évident que les actions d'Ibrahim Traoré ont marqué un tournant. Ce n'était pas simplement une réaction à un incident isolé, mais une opportunité de repenser la place de l'Afrique dans le monde. La transparence qu'il a imposée au prix de son isolement momentané est un modèle pour toutes les nations en quête de souveraineté et de dignité. Mais cela ne s'arrête pas là. Le véritable défi réside dans la manière dont chaque citoyen, chaque pays, chaque communauté réagit à cette invitation à l'action. Parce que la liberté, l'autodétermination et la souveraineté ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des actions concrètes. Que pouvons-nous, en tant qu'individus, faire pour soutenir ce mouvement, pour participer à cette conversation mondiale? Comment pouvez-vous, vous aussi, contribuer à faire entendre la voix de ceux qui veulent un avenir plus libre, plus autonome? Le changement, même s'il commence dans l'action d'un homme, appartient à tous ceux qui choisissent de participer.